Je n'aurais jamais imaginé que planifier des vacances puisse être aussi exaltant. Pendant des mois, j'avais organisé l'escapade européenne idéale pour mes parents, Sarah et Michel. Ce n'était pas un simple voyage, c'était un hommage à tout ce qu'ils avaient fait pour moi au fil des années. Chaque nuit passée à fouiller des brochures, chaque coup de fil pour réserver un restaurant ou une chambre d'hôtel, chaque sou mis de côté, tout cela me semblait dérisoire comparé au bonheur que j'imaginais illuminer leur visage. Notre famille avait toujours été soudée, mais la vie a le don de nous éloigner les uns des autres. Le travail de papa à l'usine locale impliquait de longues journées et des dîners manqués. Maman, quant à elle, jonglait entre son emploi à temps partiel à la bibliothèque et la gestion du foyer. Et moi ? J'étais tellement absorbée par ma carrière de graphiste que je n'avais presque jamais le temps de respirer, encore moins de montrer à mes parents combien j'appréciais leur sacrifice. Tout a commencé un dimanche pluvieux. J'étais de passage au domicile familial et nous étions réunis autour de la grande table de la cuisine, partageant une tasse du fameux thé à la camomille de maman. Papa se remémorait ses années d'université lorsqu'il parcourait l'Europe avec son sac à dos. « Tu aurais dû voir la tour Eiffel la nuit, ma chérie », disait-il, les yeux pétillants de nostalgie. Et c'était comme un immense sapin de Noël illuminé dans le ciel. Maman intervint en riant. « Oh, Michel, tu te souviens de ce petit café à Rome ? Celui aux nappes à carreaux rouges et blancs ?» Son rire, toujours si réconfortant, réchauffait mon cœur. Je rêve encore de leur tiramisu. En les regardant, perdus dans leurs souvenirs, quelque chose se mit à vibrer en moi. Il méritait de revivre ces moments, de créer de nouveaux souvenirs. À cet instant précis, je fis le serment silencieux de leur offrir ce cadeau. La planification commença dès ce soir-là. Je me mis à griffonner des idées dans un carnet trouvé au coin de la rue. Paris et Rome étaient des choix évidents, mais je voulais aussi leur réserver une surprise inattendue. Après des heures de recherche, je décidai d'ajouter Vienne à l'itinéraire. Sa riche histoire et son architecture époustouflante semblaient parfaites pour mes parents, grands amateurs de culture. Les semaines se transformèrent en mois pendant lesquels j'affinais chaque détail. Je dévorais des blogs de voyage, scrutais des avis et fréquentais même des forums en ligne pour obtenir des conseils d'initiés. L'itinéraire prit peu à peu forme, 3 jours à Paris, 4 à Rome et 3 à Vienne. Mais il ne s'agissait pas seulement des destinations, je voulais que chaque instant soit inoubliable. À Paris, j'avais prévu un dîner dans un petit bistrot familial du quartier de Montmartre, suivi d'une visite privée nocturne du Louvre. Le guide, Jean-Pierre, avait promis de leur faire découvrir des trésors cachés, souvent ignorés des touristes. Pour Rome, j'avais réservé un cours de cuisine pour apprendre à confectionner des pâtes fraîches, suivi d'un tour en Vespa au coucher du soleil dans la ville éternelle. Et à Vienne, ils assisteraient à un concert de musique classique au fameux Musikverein, vêtus de tenues élégantes que j'avais choisies pour les surprendre. À l'approche du départ, mon excitation montait, mais ma nervosité aussi. Et si quelque chose se passait mal ? Et s'ils n'aimaient pas les hôtels que j'avais sélectionnés ? Pire encore, s'ils avaient l'impression que je m'immisçais trop dans leur vie en planifiant leurs vacances de rêve ? J'écartais ces doutes, me concentrant sur ces petits détails qui rendraient le voyage inoubliable. Je créai un guide personnalisé, rempli non seulement d'informations touristiques classiques, mais aussi de touches personnelles. Sur la page dédiée à Paris, j'inscrivis une note indiquant l'endroit exact où papa avait demandé maman en mariage il y a des années. Pour Rome, j'ajoutai un croquis de la fontaine de Trévi, me rappelant combien maman avait toujours rêvé de jeter une pièce en faisant un vœu. Dans la section consacrée à Vienne, je laissai un espace pour qu'ils puissent y inscrire leurs impressions après le concert, sachant combien ils adoraient la musique classique. La semaine précédant leur départ, j'étais impatiente. J'avais emballé le guide aux côtés d'un nouvel appareil photo que je leur avais offert, imaginant déjà les photos qu'ils rapporteraient. Lorsque je leur remis le paquet, essayant de garder mon visage impassible, les yeux de maman se remplirent de larmes. « Oh, ma chérie », murmura-t-elle en me serrant fort dans ses bras. Papa, d'un geste simple, me serra l'épaule et je pouvais lire toute l'émotion dans son regard. Ce soir-là, autour de la table du dîner, les conversations s'animaient de projets pour le voyage à venir. Maman planifiait déjà ses tenues tandis que papa plaisantait en se préparant à réviser son français d'adolescent. Je restais en retrait, savourant ce moment, le cœur rempli de joie en les voyant si heureux.
Les derniers jours furent un tourbillon de préparatifs de dernière minute. Je les aidai à faire leurs valises, glissant quelques surprises, une nouvelle écharpe pour maman, un carnet relié en cuir pour papa. Nous revîmes l'itinéraire une dernière fois et je les rassurai en leur assurant que tout était en ordre. Profitez-en, dis-je, essayant de masquer l'atremblement de ma voix. Vous le méritez. Le matin de leur départ arriva, frais et clair. Alors que nous chargions les valises dans la voiture, je ressentis un mélange d'excitation et d'une étrange tristesse. Pour la première fois depuis des années, je ne serais plus à un coup de fil en cas de besoin. Mais je me rappelais que tout cela était pour eux, pour leur offrir l'aventure dont ils avaient toujours rêvé. Sur le chemin de l'aéroport, j'imaginais déjà leurs sensations, le goût des croissants frais dans un café parisien, le soleil se couchant derrière le Colisée, le murmure d'un valse viennoise flottant dans l'air. Chaque image m'enveloppait de chaleur, sachant que j'avais contribué à rendre cela possible. Je ne me doutais pas que le voyage minutieusement préparé allait prendre une tournure inattendue. Arrivé devant le terminal, l'air rempli de l'odeur du kérosène et le brouhaha des voyageurs, je n'imaginais pas que ma propre aventure s'apprêtait à commencer, une aventure qui mettrait à l'épreuve les fondements même de notre famille et m'enseignerait des leçons insoupçonnées. Mais à cet instant précis, en serrant mes parents dans mes bras avant de les voir s'engager vers le comptoir d'enregistrement, je ne ressentais qu'amour et impatience. Je les saluais d'un signe de la main jusqu'à ce qu'ils disparaissent, puis je regagnais la voiture, le cœur rempli d'espoir pour les souvenirs qu'ils allaient créer. Sur le chemin du retour, alors que la ville s'éveillait lentement, un léger sourire se dessina sur mes lèvres. Quoi qu'il advienne, je savais que ce cadeau, ce travail d'amour resterait à jamais gravé en nous. Ce n'était pas qu'un simple voyage, c'était le symbole de nos liens familiaux, le rappel de l'amour qui nous avait portés dans les moments heureux comme dans les épreuves. Je ne me doutais pas, en rentrant dans notre rue, que l'épreuve véritable de cet amour était encore à venir. Le matin du grand jour arriva avec un lever de soleil doré qui peignait le ciel de teintes d'espoir et de promesses. Je me levai tôt, le ventre papillant d'un mélange d'excitation et d'appréhension. Aujourd'hui, mes parents partiraient pour leurs vacances européennes de rêve, un voyage auquel j'avais consacré mon cœur et mon âme pendant des mois. Je vérifiai toute une dernière fois, passeport, billets, itinéraire et les petites surprises glissées dans leurs bagages. En fermant les valises, je ne pouvais m'empêcher de sourire en imaginant les aventures qui les attendaient. Le trajet jusqu'à l'aéroport fut ponctué de discussions légères. Maman ne tarissait pas d'éloges sur les dernières tendances parisiennes tandis que papa répétait ses phrases en italien rouillé. Dove il bagno, lançait-il en riant, fier de se souvenir comment demander la salle de bain. Je riais avec eux, le cœur débordant d'affection. À l'approche de l'aéroport, la vue familière des avions décollant et atterrissant apparut. La vaste structure du parking se dressait devant nous et je ressentis une petite douleur au cœur. Bientôt, je devrais dire adieu à mes parents pour 3 semaines, la plus longue séparation depuis que j'avais quitté la maison pour l'université. Je m'arrêtais dans la zone de dépose minute, la voiture au ralenti tandis que nous inspirions profondément. C'était le moment tant attendu. Je me tournai vers mes parents, un large sourire aux lèvres. Voilà, c'est parti. Vous êtes prêts pour le voyage de votre vie? Mais quelque chose clochait. L'enthousiasme débordant qui avait illuminé le trajet semblait s'être évaporé. Maman et papa échangèrent un regard que je n'arrivais pas à déchiffrer. Un silence pesant s'installa, rompu seulement par les bruits étouffés des autres voyageurs et le klaxon sporadique d'un automobiliste pressé derrière nous. Maman? Papa? Ça va, demandai-je, la voix teintée d'inquiétude. Papa s'éclaircit la gorge, un son étrangement fort dans l'étroitesse de la voiture. Ma chérie, il y a quelque chose que nous devons te dire. Mon cœur se mit à battre la chamade. 1000 hypothèses se bousculèrent dans mon esprit. Était-il malade? Quelque chose était-il arrivé? Devait-il annuler le voyage? Maman fouilla dans son sac et en sortit une enveloppe. Tremblante, elle l'ouvrit et en retira un billet d'avion. Mon billet. Celui que j'avais acheté en secret, prévoyant de les rejoindre pour la dernière étape du voyage à Vienne. Et nous savions pour ça, murmura-t-elle doucement, ses yeux ne rencontrant pas les miens. Une vague de soulagement m'envahit. Oh! J'allais vous surprendre à Vienne. Je pensais que ce serait amusant de
Mais mes mots furent coupés net lorsque les doigts de maman s'emparèrent du billet. En un geste vif, elle le déchira en deux. Le bruit du papier qui se déchirait résonna dans la voiture, étouffant le reste du monde. Je restai là, incrédule, fixant les morceaux de mon billet volant sur les genoux de maman. « Merci, ma chérie, mais tu n'es plus nécessaire », déclara papa, d'un ton étonnamment calme. « Nous partons avec ta sœur. Nous pensons qu'elle en a plus besoin que toi. » Ces mots me frappèrent comme un coup de poing. Je n'arrivais plus à respirer ni à penser. Je serrai le volant si fort que mes jointures blanchirent. « Mais, je ne comprends pas », balbutiai-je enfin. « J'ai organisé ce voyage pour vous. J'ai travaillé dessus pendant des mois. Pourquoi ?» La voix de maman était douce, mais ses paroles tranchaient comme une lame. « Nous apprécions tous tes efforts, ma chérie. Mais soyons honnêtes, tu as toujours été égoïste, toujours trop absorbée par ta carrière pour te soucier de la famille. Ta sœur, elle, a toujours été là pour nous. » Je me sentais submergée, incapable de donner un sens à ce qui se passait. Comment pouvait-il dire cela? Comment pouvait-il faire cela après tout ce que j'avais fait, après tous les sacrifices consentis pour leur offrir ce voyage parfait? Papa poursuivit d'un ton implacable. Nous y avons réfléchi, et il nous semble plus logique que ta sœur vienne avec nous. Elle est en transition professionnelle, donc elle a le temps. Et, franchement, elle a besoin de cette pause plus que toi. Je voulais crier, pleurer, leur rappeler toutes ces nuits tardives passées à chercher les meilleures destinations, tous ces projets freelance en plus pour financer ce voyage, tous les dîners de famille auxquels j'avais assisté, toutes les fois où j'avais tout abandonné pour les aider. Mais les mots refusaient de sortir, se coinçant dans ma gorge, m'étouffant par leur intensité. Comme si le bruit de portes qui s'ouvraient au loin venait rompre le temps, maman et papa se levèrent pour sortir, emportant leurs bagages du coffre. Je restai figée, incapable de bouger ou de prononcer un mot. Maman pencha la tête par la fenêtre entr'ouverte. « Nous t'appellerons dès notre arrivée à Paris, » dit-elle, comme si c'était une formalité de tous les jours. « Prends soin de toi, ma chérie. » Et puis, ils disparurent, emportant leurs valises, se fondant dans la foule de voyageurs qui pénétraient dans l'aéroport. Je restai là pendant ce qui me sembla être des heures, l'esprit embrouillé, tentant de comprendre ce qui venait de se passer. Le bruit des klaxons derrière moi me ramena enfin à la réalité. Mécaniquement, je mis la voiture en marche et quittai le trottoir. Le trajet de retour fut un flou. Je ne me souvenais plus des virages ou des feux de circulation. Tout ce dont je gardais la trace, c'était ce sentiment accablant de trahison qui menaçait de m'envahir. En rentrant dans mon appartement désert, le silence semblait se moquer de moi. Les murs étaient couverts de cartes d'Europe, parsemés de post-it où se trouvaient mes idées pour le voyage de mes parents. Une valise à moitié faite trônait dans un coin ma valise, destinée à ce voyage surprise à Vienne qui ne verrait jamais le jour. Je m'effondrai sur le canapé, le corps lourd de douleur. Les larmes, longtemps retenues, finirent par jaillir en sanglots incontrôlables, secouant tout mon être. Comment avait-il pu faire cela? Comment pouvait-il déformer en un tel geste ce voyage auquel j'avais tant consacré? D'amour et d'effort? Et ma sœur, en avait-elle été informée depuis le début? M'avait-il trahi dans mon dos? Alors que le choc initial s'amenuisait, une colère sourde s'insinuait en moi. Colère envers mes parents pour leurs mots cruels et leurs actes, colère envers ma sœur d'avoir pris ma place. Mais surtout, colère envers moi-même pour n'avoir rien vu venir, pour être resté aveugle au véritable sentiment de ma famille à mon égard. J'aurais voulu appeler quelqu'un, me confier, chercher du réconfort. Mais qui? Ma meilleure amie était en lune de miel. Mon copain était en déplacement professionnel. Et les deux personnes vers qui je me tournais habituellement étaient à bord d'un avion en direction de Paris, se félicitant probablement de leur stratagème ingénieux. Au fil de la journée, je déambulais dans mon appartement, entre crises de larmes et accès de rage. Mon téléphone vibrait sans cesse, affichant le numéro de mes parents, celui de ma sœur. Mais que pourrais-je leur dire? Comment exprimer la profondeur de ma douleur et de ma trahison? Au final, je ne fis rien. Je ne dis rien. Lorsque le soleil se couchait et que la pièce s'assombrissait, je pris une décision. Je ne leur donnerai pas le plaisir de savoir à quel point ils m'avaient blessé.
Je ne supplierai ni pour des explications, ni pour une justification. Je choisirai plutôt d'attendre. Je les laisserai profiter de l'itinéraire méticuleusement préparé. Et à leur retour, eh bien, ils découvriraient que tout avait changé. Je ne savais pas encore comment, mais notre relation ne serait plus jamais la même. Lorsque, épuisé tant physiquement qu'émotionnellement, je me glissais dans mon lit ce soir-là, une petite part de moi se demandait s'il n'y avait pas un autre sens caché derrière tout cela. Y avait-il une raison à leurs agissements que ma douleur m'empêchait de voir ? Mais alors que le sommeil me gagnait, une pensée résonna, parfois, le plus puissant des silences est celui qui en dit long. Dans les jours à venir, mon silence parlerait pour moi. Je n'imaginais pas encore que ce moment de trahison n'était que le début. Dans les semaines qui suivirent, je m'engagerais dans un périple personnel, une quête qui remettrait en question tout ce que je pensais savoir de ma famille, de moi-même, et du véritable sens de l'amour et du pardon. Mais pour l'instant, je dormais, hantée par les billets déchirés et les plans anéantis, inconsciente des surprises qui m'attendaient tant pour moi que pour cette famille qui m'avait si facilement écartée. Les jours qui suivirent le départ de mes parents se fondirent dans un brouillard d'incrédulité et de colère silencieuse. Je traversais mon appartement comme un fantôme, entouré des vestiges de mes projets brisés. Le billet déchiré gisait encore sur la table basse, rappel constant de la trahison qui m'avait foudroyé. Je déclarais forfait au travail, incapable de faire face au monde extérieur. Les messages enjoués de mes collègues, « Repose-toi bien », ne faisaient qu'amplifier mon isolement. Comment expliquer que je souffrais d'un mal de cœur et non d'une grippe ? Le 3e jour, alors que je fixais mon téléphone, hésitant à appeler mes parents, un SMS de maman apparut, arrivé sain et sauf à Paris. La ville est magnifique. Tu nous manques. Le ton désinvolte, comme si de rien n'était, fit tanguer mon estomac. Je laissai ce message sans réponse, l'ajoutant à la longue liste de choses auxquelles je ne pouvais me résoudre. Au fur et à mesure que le choc initial s'estompait, un étrange calme s'installa en moi. Ce n'était pas de l'acceptation, mais plutôt le calme au cœur de la tempête, une accalmie temporaire avant la prochaine vague d'émotions. Je repris peu à peu le cours de ma vie quotidienne. Je retournai au travail, arborant un sourire factice devant mes collègues et clients. « Alors, tes vacances ?» demandait-il, et je répondais vaguement qu'un vilain rhume m'avait cloué au lit, détournant rapidement la conversation. Le soir, je rentrais chez moi et m'enfermais dans le silence de mon appartement, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Je repassais en boucle chaque échange familial des derniers mois, à la recherche d'indices que j'aurais pu manquer. Avais-je ignoré des signes de leur mécontentement ? Étais-je réellement aussi égoïste qu'ils le prétendaient ? Un soir, alors que je faisais défiler distraitement les réseaux sociaux, je tombais sur une photo postée par ma sœur. Elle y était, souriante devant la tour Eiffel, encadrée par nos parents. La légende disait « Vacances surprises en famille ». Tellement reconnaissante pour cette opportunité incroyable. #béni. La vague de colère qui m'envahit fut si intense que je me précipitai aux toilettes, la nausée me submergeant. Quand le malaise s'estompa, je me regardai dans le miroir. La personne qui me renvoyait son image semblait vide, anéantie. Ce n'était pas moi. Ce n'était pas la personne que je voulais être. À cet instant, je pris une décision. Je ne laisserai pas leurs actions me définir. Je ne permettrai pas à cette trahison de me consumer. Je consacrerai ce temps à me retrouver, à découvrir qui j'étais en dehors des attentes et des jugements familiaux. Je commençai par de petites choses. Je nettoyai en profondeur mon appartement, rangeant les guides de voyage européens et les cartes éparpillées. Je m'inscrivis à un cours de yoga, trouvant du réconfort dans la méditation et la concentration qu'il exigeait. Je me plongeai dans mon travail, acceptant des projets nouveaux et stimulants qui mobilisaient toute ma créativité. Au fil des jours, je trouvai un rythme dans cette nouvelle vie. Réveil, travail, retour à la maison, et ainsi de suite. Ce n'était pas exaltant, mais c'était stable. Et la stabilité était ce dont j'avais le plus besoin. Des amis me contactèrent, pressentant que quelque chose n'allait pas. « On va dîner ensemble ? Soirée cinéma chez moi ?» Je déclinai la plupart des invitations, n'étant pas prête à feindre que tout allait bien en société. Mais j'acceptai l'invitation de mon ancienne colocataire de fac, Lise, pour un café discret. Nous nous retrouvâmes dans un petit café près de chez moi.
Dès qu'elle me vit, ses yeux s'emplirent d'inquiétude. « Qu'est-ce qui se passe chez toi ?» demanda-t-elle, à l'endroit au but comme toujours. Pendant un instant, j'envisageais de minimiser les choses, de lui donner les excuses vagues que je répétais à tout le monde. Mais la sincérité de son regard brisa mes défenses, et, avant que je ne m'en rende compte, l'histoire entière jaillit des mois de préparation, l'excitation, puis la cruelle trahison à l'aéroport. Lise écouta sans m'interrompre, sa main chaleureuse sur la mienne. Lorsqu'eut fini, elle resta silencieuse un long moment. « C'est horrible, dit-elle enfin. Je n'arrive pas à croire qu'il t'ait fait ça. Mais tu sais quoi? Peut-être que c'est une opportunité. » Je la regardai, perplexe. Une opportunité, pourquoi donc? Pour enfin vivre pour toi, répondit-elle doucement. Tu as toujours été concentrée sur le bonheur des autres. Il est peut-être temps de découvrir ce qui te rend heureuse. Ces paroles résonnèrent en moi longtemps après notre au revoir. Ce soir-là, allongée dans mon lit, je méditais sur sa question, qu'est-ce qui me rend vraiment heureuse? Cela faisait si longtemps que je ne m'étais pas posé la question. Le lendemain matin, je me réveillai avec une détermination nouvelle, une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des semaines. J'allumai mon ordinateur et me mis à explorer de nouvelles destinations. Si ma famille pouvait partir à l'aventure en Europe sans moi, pourquoi ne pourrais-je pas m'offrir la mienne? Pendant des heures, j'examinais différentes possibilités, du bénévolat dans un sanctuaire d'éléphants en Thaïlande, une randonnée sur le chemin de l'Inca jusqu'au Machu Picchu, des cours de surf à Bali. Les perspectives semblaient infinies. Au fur et à mesure que j'explorais ces idées, une étincelle d'excitation renaissait en moi. Pour la première fois depuis cet après-midi fatidique à l'aéroport, j'avais l'impression d'avancer plutôt que de stagner. Pourtant, même en élaborant ces plans, une partie de moi restait sur ses gardes. Je ne pouvais m'empêcher de penser qu'il y avait quelque chose de plus derrière les agissements de ma famille. Pourquoi avait-il vraiment préféré ma sœur? Était-ce seulement parce qu'il me jugeait égoïste, ou se cachait-il quelque chose de plus profond? Je suivais de près les rares nouvelles de mes parents, lisant entre les lignes de leurs messages trop enthousiastes, scrutant les photos qu'ils partageaient à la recherche d'un sens caché. Quelque chose clochait, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Un soir, environ 2 semaines après leur départ, je reçus un appel d'un numéro inconnu. D'habitude, je laisserais ce message vocal, mais quelque chose me poussa à décrocher. « Allô » dis-je prudemment. « Est-ce bien Madame Martin » demanda une voix au fort accent. « Oui, c'est moi. »« Qui est à l'appareil ?»« Ici Marco, de l'hôtel Splendido à Rome. J'appelle au sujet de la réservation de vos parents. » Mon cœur fit un bond. « Tout va bien ?» Un silence suivit, puis Marco reprit, « Eh bien, il semble y avoir une confusion concernant leur réservation. Ils devaient arriver hier, mais ils ne se sont pas présentés. Nous avons essayé de les joindre, mais leur téléphone reste injoignable. Vous figurez comme contact d'urgence. » Un frisson glacé me parcourut l'échine. Mes parents étaient toujours très organisés. Ils n'allaient jamais manquer une réservation sans prévenir, et encore moins éteindre leur téléphone pendant une longue période. « Je vois » balbutiai-je. « Merci de m'avoir informé. Je vais essayer de les joindre. » À peine raccroché, j'appelai mes parents sans succès, leur boîte vocale répondant invariablement. J'envoyai un SMS à ma sœur toujours sans réponse. Je contactai même quelques amis proches, mais personne n'avait de nouvelles depuis plusieurs jours. Au fil de la nuit, les messages restés sans réponse s'accumulèrent, et le calme que j'avais patiemment instauré se fissura. Quelque chose n'allait pas. Vraiment, quelque chose clochait. Assise dans le noir, entourée des restes de mes projets avortés, je réalisai que mon acceptation silencieuse touchait à sa fin. Quoi qu'il se passât, quels que soient les secrets que ma famille dissimulait, je ne pouvais plus les ignorer. Dès les premières lueurs de l'aube filtrant à travers mes rideaux, je pris une décision. J'irai en Europe. Non pas pour être un simple accompagnement lors des vacances de mes parents, ni en remplacement de ma sœur, mais pour découvrir la vérité. Je ne savais pas ce qui m'attendait, ni si je m'exposerais à un danger réel ou simplement à un drame familial amplifié. Mais une chose était sûre, le calme était révolu. La tempête s'apprêtait à éclater. Les mains tremblantes, je réservai un vol pour Rome.
En préparant une petite valise, mon esprit fourmillait d'hypothèses. Qu'était-il arrivé à mes parents et à ma sœur? Pourquoi m'avait-il exclu de ce voyage? Et surtout, quelle révélation m'attendrait lorsque je les rejoindrais enfin? En fermant la porte de mon appartement et en me dirigeant vers l'aéroport, je ressentis à la fois la peur et la détermination. L'acceptation silencieuse était derrière moi. Il était temps d'obtenir des réponses, quelle qu'en soit la nature. Le vol vers Rome fut un tourbillon d'angoisse et d'anticipation. Dès l'atterrissage à l'aéroport Fiumicino, je ressentis une étrange combinaison d'excitation et de crainte. Ce n'était pas exactement le voyage que j'avais imaginé pour ma première aventure en Europe, mais me voilà, prête à plonger dans l'inconnu, armée de mon sac à dos et d'une détermination farouche à découvrir la vérité. L'aéroport bourdonnait de langues et de voyageurs affairés. Je traversais la douane, le cerveau en ébullition. Par où commencer? L'hôtel Splendido me semblait être l'option la plus évidente, mais si mes parents n'avaient jamais prévu d'y séjourner. Qui sait? Sortant de l'aéroport, j'élai un taxi. Mon italien se limitait à quelques expressions ramassées lors de la préparation du voyage de mes parents, et je n'avais aucune stratégie autre que d'arriver à l'hôtel et de poser mes questions. Hôtel Splendido, s'il vous plaît, dis-je au chauffeur, ma prononciation hésitante mais intelligible. Alors que nous serpentions dans les rues de Rome, la beauté de la ville me passa sous le nez. Ruines antiques et architecture grandiose se confondaient tandis que je scrutais sans cesse mon téléphone, espérant un message de mes parents ou de ma sœur, toujours rien. L'hôtel était exactement tel que je l'avais imaginé pour mes parents, élégant, avec une façade rappelant le charme d'antan. En entrant dans le hall, je me sentais décalée, vêtue de mes vêtements usés de voyage, au milieu de touristes impeccablement habillés et d'un personnel attentif. Au comptoir, je rencontrai Marco, l'homme qui m'avait appelé. Son visage se décomposa lorsque je lui exposai ma situation. « Je suis désolé, mademoiselle, dit-il, son accent épais mais son anglais limpide, nous n'avons eu aucune nouvelle de vos parents. Ils ne sont jamais arrivés pour leur réservation. » Pendant 1 heure, je revis chaque détail avec Marco, les dates de réservation, le dernier contact, tous les messages éventuels, mais rien de nouveau ne vint éclairer l'énigme. Épuisé et découragé, je m'enregistrai dans une chambre de l'hôtel. Allongé sur le lit moelleux, fixant le plafond orné, la réalité de ma situation s'imposa à moi, seul dans un pays étranger, à la recherche d'une famille qui, quelques semaines plus tôt, m'avait trahi de la manière la plus cruelle. Que faisais-je ici? Le sommeil me fuyait cette nuit-là. Je me tournais, incapable de chasser les souvenirs de chaque échange, scrutant en vain les signes que j'aurais pu manquer. Peut-être avais-je ignoré des indices sur leur insatisfaction? À l'aube, je décidai de ne plus attendre passivement. Je devais retracer les pas de ma famille, explorer la ville avec leurs yeux. Peut-être y trouverais-je les indices qui m'étaient nécessaires. Je commençai par suivre l'itinéraire minutieusement préparé. Le Colisée était le premier point de repère, alors j'y me dirigeai. Devrais-je imaginer mes parents et ma sœur ici, suivant la visite guidée que j'avais réservée, ou bien s'étaient-ils égarés, suivant un plan qui m'était totalement inconnu? Je passai la journée à arpenter les rues, du Forum romain à la fontaine de Trévi. À chaque arrêt, je montrais leurs photos aux guides et aux commerçants ambulants, espérant que quelqu'un les reconnaisse. Hélas, personne ne semblait en avoir connaissance. Lorsque le soleil commença à décliner, je me retrouvai aux marches de la place d'Espagne, observant les couples et les familles qui profitaient de la soirée. Cette scène me rappela douloureusement le dîner romantique que j'avais prévu pour mes parents lors de leur dernière nuit à Rome. Désormais, je me retrouvais seule, sans aucun indice sur leur localisation. Découragée, je regagnai l'hôtel. Mais à peine avais-je franchi le hall que Marco m'appela, le visage illuminé d'une lueur d'espoir. « Mademoiselle Martin. Un message est arrivé pour vous pendant que vous étiez dehors. » Le cœur battant, il me tendit une petite enveloppe. À l'intérieur, une feuille de papier portait un court message, « Vienne. Café Central. 15 heures demain. Venez seul. » L'écriture était indubitablement celle de ma mère. Je restai figée, 1000 questions tourbillonnant dans mon esprit. Pourquoi Vienne? Pourquoi ne pas m'appeler directement? Et que signifiait « venez seul » Comme si j'avais vraiment quelqu'un à emmener avec moi.
Sans hésiter, je réservai un vol pour Vienne le lendemain. En préparant ma petite valise, un regain d'espoir et de détermination m'envahit. Enfin, j'avais une piste, une destination. Plus encore, j'avais retrouvé un semblant d'espoir. Le vol vers Vienne fut court, mais chaque minute paraissait une éternité. Mes pensées se concentraient sur ce qui m'attendait au café central. Est-ce que toute ma famille y serait présente? Ou bien seulement ma mère? Ou encore, était-ce une épreuve de plus, une mise à l'épreuve de mes sentiments? Vienne contrastait radicalement avec Rome. Là où Rome débordait de chaleur et de chaos, Vienne offrait un ordre serein et une fraîcheur raffinée. Les rues étaient larges et impeccables, et les bâtiments mêlaient la grandeur impériale à une modernité soignée. J'arrivai au café central bien en avance. Le café, d'une beauté saisissante, dévoilait ses voûtes majestueuses et ses colonnes de marbre. Je choisis une table donnant sur l'entrée et commandai un café, les yeux rivés sur la porte. À exactement 15 heures, une femme entra. Ni ma mère, ni mon père, ni ma sœur. Une femme que je ne connaissais pas, dans la cinquantaine, habillée avec élégance, dont le visage m'était étrangement familier sans que je puisse en déterminer la raison. Elle me repéra aussitôt et s'avança, ses talons résonnant sur le sol de marbre. Sans un mot, elle s'installa en face de moi. « Tu dois être Émilie », dit-elle d'une voix teintée d'un léger accent germanique. « Je m'appelle Ingrid. Je suis ta tante. » Je restai bouche bée. « Je n'ai jamais eu de tante », balbutiai-je. Ingrid esquissa un sourire triste. « Non, tu ne le savais pas. Ta mère en a fait le choix. » Elle plongea la main dans son sac et en sortit une vieille photographie. On y voyait deux jeunes femmes, bras dessus bras dessous, riant à l'unisson. Soudain, je reconnus ma mère sur l'une des images. L'autre, c'était indubitablement une version plus jeune de celle qui se trouvait en face de moi. « Ta mère et moi étions très proches autrefois », expliqua Ingrid en effleurant les contours de la photo. « Mais nous nous sommes fâchés il y a de nombreuses années, bien avant ta naissance. » Elle m'a complètement exclu de sa vie. Mon esprit tournoyait. « Mais, pourquoi es-tu là maintenant? Où sont mes parents? Et ma sœur ?» Le visage d'Ingrid se radoucit. « Ils vont bien, Émilie. Mais il y a tant de choses que tu ignores, tant de secrets qu'ils t'ont cachés. La véritable raison de ce voyage, pourquoi ils t'ont écarté, tout est lié au passé. À moi. » Au fur et à mesure qu'Ingrid dévoilait son histoire, j'avais l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Tout ce que je pensais savoir sur ma famille, sur moi-même, était remis en question. Elle me parla d'anciens secrets, de vérités longtemps enfouies, d'un passé familial bien plus complexe et douloureux que je n'aurais pu l'imaginer. À chaque révélation, je changeais, percevant mon passé et mon présent sous un nouvel éclairage. Lorsque le jour déclinait et qu'Ingrid achevait son récit, un silence lourd s'installa entre nous, chargé du poids de ses confidences. Je compris alors que ce voyage n'était pas seulement une quête pour retrouver ma famille, mais pour me retrouver moi-même, pour comprendre le réseau complexe de relations et de choix qui avait façonné ma vie sans que je le sache. Les lumières de la ville viennoise s'allumèrent peu à peu alors qu'Ingrid et moi quittions le café, et je ressentis une paix étrange. Le voyage intérieur venait de commencer, et bien qu'effrayant et incertain, je ne me sentais plus seule. Quoi qu'il advienne, je serais prête à l'affronter avec un cœur ouvert et des yeux grands ouverts. Les jours qui suivirent ma rencontre avec Ingrid s'écoulèrent dans un tourbillon d'émotions et de révélations. Nous décidâmes de poursuivre nos discussions dans un petit Airbnb pittoresque du 7 arrondissement, dont les ruelles étroites et les cafés intimes offraient un cadre propice aux confidences. Chaque jour, Ingrid retirait une couche du voile sur l'histoire complexe de notre famille. J'appris le rôle de mon grand-père dans la résistance durant la Seconde Guerre mondiale, un détail que mes parents avaient toujours minimisé. Je découvris la véritable origine du fossé entre ma mère et Ingrid, un triangle amoureux qui avait déchiré les sœurs il y a des décennies. « Ta mère et moi », confia Ingrid un après-midi, le regard perdu dans ses souvenirs, nous sommes tombées amoureuses du même homme. De ton père. La révélation me frappa de plein fouet. Mais, comment est-ce possible? Pourquoi ne m'en ai-je jamais entendu parler, demanda-je, à la fois abasourdi et blessé. Ingrid esquissa un sourire empreint de tristesse.
Ta mère a su conquérir son cœur. Et dans sa joie, elle a voulu effacer toute trace de la douleur du passé. Moi, j'ai été effacée. Alors que j'essayais de digérer cette nouvelle, une autre question me taraudait. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi avoir décidé de venir en Europe et de te révéler après toutes ces années? Le visage d'Ingrid se fit sérieux. Voilà là où les choses se compliquent. Tu vois, ton grand-père a laissé derrière lui plus que des souvenirs à son départ. Il a laissé un héritage, considérable, mais assorti de conditions strictes pour en bénéficier. Mon esprit se brouilla à l'évocation de cet héritage. Une telle histoire semblait tout droit sortie d'un film. Quelles conditions, demandai-je, la voix tremblante d'appréhension. La famille doit être réunie, déclara Ingrid simplement. Tous ensemble. Tes parents, ta sœur, toi, et moi. Il faut faire face au passé pour pouvoir prétendre à cet héritage. Soudain, toutes les pièces du puzzle se mirent en place. Le voyage secret, mon exclusion, le comportement mystérieux de ma famille. Tout prenait un sens tordu. Alors ils sont venus te chercher, murmurai-je, pour remplir les conditions de l'héritage. Mais pourquoi me l'avoir caché? Pourquoi cette mascarade? Ingrid me prit la main tendrement. Tes parents, ils sont compliqués, Émilie. Ils pensaient te protéger. Ils ne voulaient pas te charger du poids du passé tant qu'ils n'étaient pas certains que tout pourrait être résolu. Je retirai ma main, la colère bouillonnant en moi. Me protéger? En me mentant, en me faisant sentir indigne et rejetée? Je sais que c'est difficile à comprendre, répondit-elle doucement, mais il croyait sincèrement agir dans ton intérêt. Il ne voulait pas te donner de faux espoirs concernant l'héritage au cas où tout s'effondrerait avec moi. Je me levai, la nécessité de bouger pour canaliser mon énergie me submergeant. Et maintenant, que se passe-t-il? Où sont-ils? Et quel est ce grand secret dont tout le monde parle? Les yeux d'Ingrid s'illuminèrent d'un éclat espiègle. Ah, la grande surprise. C'est le meilleur. Tu vois, tes parents et ta sœur ne sont pas venus uniquement pour l'héritage. Ils préparaient quelque chose de spécial, une sorte de célébration pour compenser toute la douleur qu'ils t'ont infligée. Elle sortit son téléphone et me montra une série de messages. En les lisant, mes yeux s'écarquillèrent. Mes parents et ma sœur avaient œuvré d'arrache-pied ces dernières semaines, contactant d'anciens amis, collègues et même quelques-uns de mes clients, pour organiser une grande réunion, une fête en quelque sorte, ici même à Vienne. Ils voulaient rassembler toutes les personnes qui comptent pour toi, expliqua Ingrid. Pour te montrer combien tu es aimé et apprécié. Ils espéraient que cela réparerait en partie leur tromperie. Je m'affaissais sur le canapé, submergé par l'émotion. Une part de moi était touchée par l'effort et l'attention derrière ce geste grandiose, mais une autre restait meurtrie par le mensonge et la manipulation. Je ne sais pas si je suis prête à leur pardonner, dis-je, la voix brisée. Ingrid hocha doucement la tête. On n'exige pas que tout soit pardonné sur le champ. Peut-être est-ce le début d'un long processus de guérison. À l'approche du jour de la grande réunion, je me sentais tiraillée entre l'excitation et la crainte. Ingrid et moi avions déménagé dans un hôtel en centre-ville, le même où séjournait ma famille. Les savoir qu'ils étaient si proches tout en restant à distance relevait d'une torture exquise. La veille de la révélation, je me tenais sur le balcon de ma chambre d'hôtel, observant les lumières scintillantes de Vienne. La ville, mélange d'élégance d'antan et de modernité vibrante, était devenue la scène du moment le plus crucial de l'histoire de ma famille. Un léger coup frappé à la porte me sortit de ma rêverie. En l'ouvrant, je découvris un petit paquet. À l'intérieur, une ravissante robe, manifestement choisie avec soin, accompagnée d'un mot écrit de la main de ma mère, pour demain. Nous avons hâte de te revoir. Nous t'aimons. En tenant la robe, le tissu doux éveillant en moi de tendres souvenirs, une boule se forma dans ma gorge. Malgré tout, malgré la douleur et la colère, je ne pouvais nier l'amour investi dans ce geste. Le lendemain se leva radieux. En me préparant, en enfilant la robe et en coiffant mes cheveux, je me sentais émotionnellement fragile mais déterminée à affronter ce qui allait suivre. J'avais encore tant de questions, tant de blessures non cicatrisées, mais je m'engageais à aborder cette journée le cœur ouvert. Ingrid me rejoignit dans le hall, élégante dans un tailleur parfaitement ajusté.
Es-tu prête ? Demanda-t-elle en me tendant son bras. Je pris une profonde inspiration et hochai la tête. Aussi prête que possible. Nous nous rendîmes dans un somptueux bâtiment historique en plein cœur de la ville. En approchant, je pouvais déjà entendre le murmure des voix et une douce musique s'échappant de l'intérieur. Mon cœur battait si fort que j'étais sûre qu'Ingrid pouvait l'entendre. Dès que nous franchîmes les portes, la pièce se tut soudainement. Puis, en un instant, un chœur de voix s'écria, « Surprise !» La salle débordait de visages familiers. Des amis d'université, des anciens collègues, des clients devenus amis au fil des années. Et, en son centre, se tenaient mes parents et ma sœur. Un moment suspendu s'écoula, lourd du poids de tout ce qui s'était passé. Puis, sans un mot, maman s'avança et me serra tendrement dans ses bras. Entourée de ceux que j'aimais, enveloppée dans la chaleur de l'étreinte maternelle, je compris que ce moment, cette célébration représentait bien plus qu'une simple surprise. C'était une opportunité de faire face au passé, de penser de vieilles blessures, et de tracer un nouveau chemin. L'héritage, les secrets familiaux, les mensonges et les trahisons faisaient désormais partie de notre histoire. Mais ils ne définiraient pas notre avenir. En scrutant les visages rassemblés pour moi, j'entrevis une lueur d'espoir. Ce fut le véritable cadeau. Non pas l'héritage ni le geste grandiose, mais cette chance de reconstruire, de renouer, de repartir à zéro. Lorsque, le verre levé avec ma famille tous, y compris Ingrid, je fis un serment muet. Celui d'embrasser ce nouveau chapitre, d'affronter les défis à venir avec courage et sincérité, et de ne plus jamais laisser les secrets et les incompréhensions nous séparer. La soirée débuta, rythmée par la musique et le champagne. Bien que l'avenir restât incertain, je ressentis pour la première fois depuis des semaines un optimisme sincère. Finalement, la surprise n'était pas tant dans la fête ou dans l'héritage, mais dans la révélation que, même face à la trahison et à la douleur, l'amour pouvait se réinventer et se renforcer. Les jours qui suivirent cette réunion surprise furent marqués par des émotions intenses et des conversations longtemps différées. Nous déménageâmes notre réunion familiale dans une charmante villa en périphérie de Vienne, un terrain neutre où nous pourrions tous entamer le processus de guérison et de réconciliation. Dès le premier matin, je me retrouvai face à mes parents à la table de la cuisine, le silence chargé de non-dits. Ma sœur était assise à ma gauche, tandis qu'Ingrid préparait le café, nous offrant ainsi une illusion d'intimité dans cet espace commun. « Je pense qu'il est temps de parler », déclara papa d'une voix empreinte d'une lassitude que je n'avais jamais entendue. « Vraiment parler ?» Je hochai la tête, inspirant profondément pour reprendre contenance. « Et nous avons tous tant de choses à dire. » Ce qui suivit fut des heures de confidences brutes et sincères. Mes parents expliquèrent leur raisonnement derrière ce voyage secret et l'héritage, la voix tremblante de regret alors qu'ils évoquaient leur tentative mal avisée de me protéger. Nous pensions faire ce qu'il y avait de mieux, avoua maman, les yeux embués de larmes retenues. Nous ne voulions pas t'accabler avec le passé de la famille, avec les complications de l'héritage. Nous pensions pouvoir tout arranger et te surprendre ensuite avec une bonne nouvelle. Au lieu de cela, vous m'avez fait sentir indésirable et sans valeur, répliquai-je, la voix se brisant légèrement. Savez-vous à quel point cela m'a blessée ? Ma sœur serra doucement ma main. Nous n'avons jamais voulu te faire de mal, murmura-t-elle. Nous nous sommes tellement focalisés sur ce plan, sur l'idée de tout rendre parfait, que nous avons oublié l'essentiel. Au fil de la journée, d'autres vérités émergèrent. J'appris les difficultés financières et les fardeaux émotionnels que mes parents avaient portés pendant des années. Ma sœur avoua ses propres sentiments d'insécurité, se sentant toujours dans l'ombre de ma présence. Ingrid partagea plus en détail son passé avec ma mère, évoquant l'amour et la douleur qui avaient sculpté leur relation. « Ta mère et moi, confia-t-elle, d'une voix empreinte de tendresse malgré la douleur, nous étions bien plus que des sœurs. Nous étions amies comme personne. Perdre cela, c'était comme perdre une partie de moi. » En écoutant ces récits, ma colère et ma peine commencèrent à s'atténuer. Elle ne disparaissait pas complètement, la douleur restait vive mais peu à peu, elle se mêlait à une compréhension naissante. Je réalisais alors que ma famille n'était pas cette entité parfaite que j'avais toujours imaginée, mais un ensemble d'êtres complexes et imparfaits, chacun portant ses fardeaux. « Je suis désolée, dit papa en me prenant la main. Nous avons commis une terrible erreur. Peux-tu nous pardonner ?
Je scrutais leur visage, maman, papa, ma sœur, et même Ingrid, tous m'observant avec espoir et appréhension. Pourrais-je leur pardonner? Pourrions-nous reconstruire quelque chose de nouveau? Je pense, dis-je lentement, en choisissant mes mots avec soin, que le pardon est un processus, pas une solution instantanée. Mais si vous êtes prêts à essayer, moi aussi. Le soulagement se lisait sur leurs traits. Ce n'était pas une solution magique, nous savions tous que le chemin serait long, mais c'était le premier pas. Les jours suivants furent consacrés à rebâtir nos liens. Nous passâmes du temps ensemble, non seulement à évoquer le passé, mais aussi à envisager l'avenir. Nous arpentâmes les rues de Vienne, retraçant les pas de notre histoire familiale et créant de nouveaux souvenirs. Un après-midi, devant « Le baiser » de Klimt exposé au Belvédère, maman se tourna vers moi avec un sourire. « Tu sais, dit-elle, j'ai toujours rêvé de t'amener ici, de partager avec toi une part de notre héritage. » « Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ?» demandai-je, sincèrement intriguée. Elle soupira, les yeux perdus dans le passé. « Par peur, je suppose. La peur de réveiller d'anciennes blessures. Mais aujourd'hui, je comprends qu'en voulant te protéger, je te privais aussi de la beauté de notre histoire. » Ces instants d'honnêteté permirent de combler peu à peu le fossé qui nous séparait. L'héritage, quant à lui, restait présent dans nos discussions. Ingrid proposa alors une idée qui allait changer nos vies. « Et si, suggéra-t-elle un soir alors que nous étions réunis près de la cheminée, nous utilisions cet argent pour créer une fondation? Quelque chose qui honorerait la mémoire de ton grand-père et ferait le bien autour de nous. » L'idée prit racine et évolua au fil de nos échanges. Nous passâmes des heures à envisager des projets, à rechercher des causes et à imaginer l'impact que nous pourrions avoir. C'est dans ces discussions que je commençais vraiment à voir ma famille autrement, non pas comme ceux qui m'avaient blessé, mais comme des partenaires prêts à construire quelque chose de significatif. Lorsque notre séjour à Vienne toucha à sa fin, nous nous retrouvâmes de nouveau au Café Central, ce lieu où mon propre voyage avait commencé. Assise là, entourée par l'architecture élégante et le brouhaha feutré, je méditais sur l'évolution fulgurante des événements. « Et maintenant ?» demanda ma sœur en remuant son café. « Repartons-nous comme si de rien n'était ?» Je regardai ma famille des visages familiers, mais désormais changés, et répondis, « Je ne pense pas que nous puissions simplement reprendre nos anciennes vies. Trop de choses ont changé. Et peut-être est-ce déjà une bonne chose. » Papa hocha la tête, esquissant un léger sourire. « Il est peut-être temps pour nous tous d'ouvrir un nouveau chapitre. Ensemble. » En sortant du café et en marchant dans les rues viennoises, je ressentis une paix intérieure. La douleur n'avait pas complètement disparu, je savais que des moments de doute, de colère et de tristesse surgiraient encore, mais l'espoir et la compréhension nous avaient rapprochés. Nous arpentâmes les rues, nos chemins autrefois divergents se rejoignant à nouveau. L'avenir s'étendait devant nous, incertain mais porteur de promesses. Il y aurait des défis: la création de la fondation, l'adaptation à nos nouvelles dynamiques familiales, la reconstruction de la confiance, mais en regardant mes parents, main dans la main, et ma sœur en conversation animée avec Ingrid, je savais que, quoi qu'il arrive, nous affronterions ensemble chaque épreuve. Devant l'autel, je m'arrêtai un instant, levant les yeux vers le ciel étoilé. Je repensais au chemin parcouru, à la douleur, à la colère, aux révélations, et enfin à la guérison. Ce ne fut pas le voyage européen que j'avais initialement planifié, mais il s'avéra transformateur d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Émilie, appela maman en tenant la porte de l'hôtel. « Tu viens ?» Je souris, sentant une chaleur diffuse m'envahir, bien au-delà de la douceur d'une soirée d'été. « Oui, je viens », répondis-je en m'avançant pour rejoindre ma famille. En franchissant le seuil, je compris que j'entrais non seulement dans un hôtel, mais dans un nouveau chapitre de ma vie. Un chapitre fait d'honnêteté, de pardon et de cet amour capable de résister à toutes les tempêtes. Le voyage n'était pas terminé en réalité, il faisait à peine commencer, mais pour la première fois depuis longtemps, je me réjouissais de l'avenir. La porte se referma derrière nous, chassant la nuit et nous enveloppant dans la douce lumière du hall. Tandis que nous prenions l'ascenseur, nos voix se mêlant en une conversation naturelle, une profonde gratitude m'envahit. Pour la douleur qui avait mené à la croissance, pour les malentendus qui avaient ouvert la voie à une connexion plus sincère, et pour cette famille qui, malgré tout, avait su se retrouver. Le lendemain,
nous entamerions la tâche de bâtir notre fondation, de façonner notre nouvelle réalité. Mais pour l'instant, dans cet instant précis, nous étions simplement réunis. Et cela, je le réalisais, était le plus beau des cadeaux.